Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau Mardi des Bernardins, le dernier mardi de l'année, dernière soirée de la saison. Bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent sur KTO et ceux qui nous écoutent sur Radio Notre-Dame et RCF. Bienvenue aussi aux spectateurs de cette très belle salle du Collège des Bernardins. Vous suivez l'actualité. Ce mardi, vous le savez, les affaires Bonnemaison et Lambert ont occupé une grande place dans les journaux ces derniers jours, alors que le gouvernement a chargé les députés UMP Jean Leonetti et PS Alain Claes de proposer des aménagements à la loi sur la fin de vie, une promesse de campagne du président Hollande. Soins palliatifs, prise en compte des désirs anticipés, respect de l'autonomie de la personne, mais aussi suicide assisté, sédation. Nombreuses sont les questions qui pourraient faire l'objet d'évolutions législatives et mettre ainsi un terme à un certain nombre de confusions, parfois volontairement entretenues. Et justement, ces confusions, on va essayer de les décrypter un petit peu avec trois invités. Merci d'être là aujourd'hui. Suzanne Ramex, merci beaucoup d'être là. Vous êtes maître de conférence en philosophie morale et politique à la faculté de médecine de Créteil. Vous avez été auditionné par la commission parlementaire sur la fin de vie en amont de la loi Leonetti. Et vous êtes également membre du conseil d'orientation de l'agence de la biomédecine. En face, le docteur Xavier Mirabel, merci beaucoup d'être là. On vous connaît, vous avez été le président de Alliance Vita. Vous êtes aujourd'hui expert médical pour Alliance Vita. Et vous êtes cancérologue à Lille. Oui. Et puis, le père Patrick Vespiren, vous êtes jésuite. Merci d'être là ce soir, mon père. Vous êtes spécialiste en éthique biomédicale et vous avez siégé au Conseil national consultatif d'éthique entre 88 et 90. On a lu vos livres, on a écouté vos cours au Centre Sèvres et vous avez été longtemps au Centre Sèvres le responsable d'éthique biomédicale. Vous êtes donc une référence en matière d'éthique. Aujourd'hui, beaucoup de confusion sur la fin de vie entre le désir de ne pas souffrir à la fin de sa vie, un grand élan compulsionnel, mais parfois peu raisonné. Pourquoi parle-t-on à nouveau de légiférer sur la fin de vie? Décryptage ce soir. Alors, je commence, Suzanne Ramex, par vous poser cette question sur les dernières décisions judiciaires. Dites-moi, que vous inspire, si on parle de l'affaire du docteur Bonnemaison, que vous inspire ce verdict et cet acquittement du docteur Bonnemaison? Alors, je vais essayer de vous proposer une approche un petit peu différente puis on fera un tour de table. De celle qu'on trouve peut-être dans la presse. Alors, il faut que je rapproche le micro, c'est ça, pardon. Excusez-moi, je suis désolée. Voilà. Je pense qu'il est très malencontreux que cette affaire surgisse au moment où effectivement il y avait l'hypothèse déjà d'un travail avancé éventuellement sur la loi relative à la fin de vie ou une modification ou une amélioration éventuelle de cette loi, parce que je crois que ce qui est en jeu dans cette affaire, c'est la question des urgences, c'est la question de la fin de vie des personnes âgées aux urgences. Et en fait, c'est plus une question que j'analyserai un peu comme une question de système de soins, de l'organisation du système de soins, du fait qu'un homme qui était peut-être plus fragilisé que d'autres s'est trouvé en face de responsabilités particulièrement lourdes et compliquées. Et donc, on en fait un sujet de réflexion sur l'euthanasie, alors que je crois que tel n'est pas l'enjeu si on veut éviter que de telles situations se reproduisent. Et que ici, l'interrogation qu'on devrait avoir en tant que société, c'est vraiment une interrogation sur la prise en charge de ces décès. Je crois avoir vu le chiffre qu'à peu près 27-25% environ des personnes qui sont en fin de vie dans des établissements pour personnes âgées dépendantes, médicalisées, se trouvent orientées dans les dernières heures de leur vie aux urgences de façon brutale, au lieu qu'on puisse organiser un accompagnement de fin de vie dans le lieu qui a été choisi par ces personnes, dans une logique d'accompagnement de ces personnes dans les derniers moments de leur vie, avec tout l'enjeu, on va dire, personnel, spirituel, affectif, etc. Voilà. Et ces gens sont précipités brutalement dans la violence des urgences, où on n'a pas Donc c'est la question de l'orientation pour les personnes âgées malades. Voilà. Et de l'organisation des services d'urgence qui ne sont pas nécessairement aptes à prendre en charge, voilà, parce que c'est une logique très différente de celle des urgentistes, qui est cette logique justement d'accompagnement des personnes au moment de la fin de leur vie, avec une façon de se situer par rapport aux malades qui change complètement, parce qu'on n'est plus devant un malade aux urgences, on est devant un être humain qui est en train de vivre un moment essentiel de son existence, qui est sa fin de vie et sa mort. Et là, on a tout à coup une rencontre
voilà, qui forcément ne peut pas se dérouler de façon correcte. Et si dans le dispositif se trouvent en plus impliquées des personnes qui peuvent être plus vulnérables, ou voilà, eh bien, inévitablement, il y aura des difficultés de ce type-là. On va approfondir cette question. Xavier Mirabel, sur ce verdict, est-ce qu'il vous a surpris ? Il m'a surpris quand même, oui, parce que je pensais qu'il y aurait une condamnation moins symbolique. Bon, je suis d'accord que les urgences ne sont pas un lieu pour mourir pour une personne âgée, quoi. Et l'adressage des personnes en situation de grand âge et de fragilité aux urgences est un vrai scandale, au fond. Mais à côté de ça, on voit bien que le procès, il a été récupéré quand même par les militants de l'euthanasie, et que ça a été le procès de l'euthanasie d'une certaine façon. Et d'ailleurs, on voit M. Romero, le président de la DMD, qui se réjouit de l'acquittement du docteur Bonnemaison, qui trouve ça formidable, qui pense que c'est une avancée. Donc il y a clairement derrière un enjeu politique, un enjeu de manipulation de l'opinion. Et d'ailleurs, ce jugement qui est surprenant, il traduit quand même ce qu'a pensé ce jury populaire. Donc il nous révèle quelque chose des sentiments qu'ont nos contemporains sur l'accompagnement de la fin de vie. Et donc ils sont amenés à juger une histoire où 7 personnes sont amenées aux urgences. Pourquoi ? Parce qu'on veut leur bien. Si vous avez un de vos proches qui est âgé, qui n'est pas bien et qui se trouve en situation d'aggravation d'une pathologie, vous l'amenez aux urgences, pas pour qu'on le tue, mais pour qu'on prenne soin de lui. Donc 7 qui sont supprimés quand même en quelques heures. Et puis, finalement, on avalise ça, on trouve ça normal. Et voilà, donc ça en dit long, je pense, sur un découplage aussi entre la réalité des faits, de ce qui se vit, et puis la vision un peu fantasmatique qu'a l'opinion publique de ce que peut être l'accompagnement de la fin de vie, de ce que les gens en sont à réclamer, une espèce de solution express. Je trouve ça très très inquiétant. Est-ce qu'on a entendu les familles des victimes réagir après ? On a entendu quelques familles, mais il y en a une seule qui réellement est allée revendiquer réparation pour l'assassinat de son proche, quoi. Les autres sont restés un peu dans la discrétion. Certains, au procès, ont soutenu le médecin. Donc, on voit bien là aussi une forme d'ambivalence. Mais quel que soit l'avis des familles, la question, c'est quand même, est-ce que nous pensons, est-ce que la société française d'aujourd'hui pense que pour une personne âgée qu'on amène aux urgences, c'est une sage solution que de provoquer sa mort, quoi. Certains sondages le disent. Aujourd'hui, 90%. Un sondage paru la semaine dernière donne 89% des Français favorables à cette solution. Oui, c'est toujours pareil, les sondages. La question, c'est est-ce que vous voulez mourir dans d'affreuses souffrances contre lesquelles on ne peut rien faire, ou mourir accompagné dignement dans la béatitude ? Alors évidemment, tout le monde préfère la béatitude et le confort. Mais c'est une fausse alternative, au fond. Et on ne va pas me faire croire que les 7 personnes tuées par le docteur Bonnemaison, dont celle qui a eu du curare, sont mortes dans la douceur. Ça n'est pas vrai. Le curare, c'est violent. On meurt d'étouffement. Enfin, là aussi, il y a quand même des réalités à prendre en compte qui sont incroyables. On va revenir aussi là-dessus, mon père, sur les affaires judiciaires. Eh bien, peut-être que 90% des Français se sont félicités de ce verdict, mais il faudrait aussi demander la position des personnes très âgées qui se sentent en danger d'aller à l'hôpital. Qu'est-ce que ça représente pour des personnes qui se sentent fragiles, et pour celles d'entre elles qui ne se sentent pas trop soutenues par leur famille, qui ne sont pas sûres que leur famille tienne beaucoup à elles, qu'est-ce que ça représente que se dire quand on va à l'hôpital, peut-être qu'il y a un médecin qui va décider comme ça, de lui-même, de raccourcir ma vie. Moi, je vais à l'hôpital pour être soigné, et puis lui, il va me supprimer. Je crois qu'il faut voir la défiance que finalement, à la longue, ça peut produire. Non pas chez les personnes qui se sentent bien dans leur peau, bien solides, en bonne santé. Ces personnes s'inquiètent pour leur fin de vie, mais elles sont tranquilles, elles peuvent aller à l'hôpital, on s'occupera bien d'elles. Mais il faut penser aux personnes les plus vulnérables, à celles qui ne sont pas sûres de leur entourage. Est-ce que vous pensez que ce verdict rejoint la décision du Conseil d'État sur l'affaire Vincent Lambert ? Là aussi, on a l'impression que c'est un renoncement devant la vulnérabilité. Là, je crois qu'il ne faut pas mélanger les deux affaires. Ce que je voudrais dire à propos de l'affaire de Bayonne... Est-ce que ça leur rejoint quand même ? Est-ce que c'est un peu le même esprit ? Je dirais, pour l'affaire de Bayonne, ce qui joue beaucoup, c'est une constante de notre société à l'heure actuelle de donner beaucoup de place à la compassion. Mais il faut voir quelle forme de compassion, c'est-à-dire à l'émotion qu'on éprouve devant la souffrance d'autrui, mais qui conduit finalement à ne voir que la souffrance de l'autre, en souffrir soi-même, mais souffrir de la souffrance de l'autre en désirant que ça ne dure pas trop, et donc finalement ça conduit à quoi ? À désirer que l'autre meure. Une forme de compassion qui apparaît
pleine des meilleurs sentiments et qui est pleine de bons sentiments et qui finalement se résout à la disparition de l'autre. Je crois qu'il faudrait beaucoup réfléchir sur cette notion de compassion. C'est Fabrice Adjadj qui appelle ça le meurtre par compassion. Et oui, mais alors quelle forme de compassion? Parce qu'il y a aussi, moi je plaide pour un emploi au contraire fort du mot compassion, c'est-à-dire de souffrir de la souffrance de l'autre, mais prendre les moyens pour essayer d'aider l'autre à vivre, non pas de le pousser vers la mort, mais d'aider l'autre à vivre, d'aider l'autre à traverser sa souffrance pour retrouver une estime pour sa vie. Non, attendez, si on reste sur cette affaire de Bayonne, soyons clairs. Quand on travaille dans le champ de l'éthique médicale, on ne peut qu'être très surpris de la décision qui a été prise par la cour d'assises. Parce que, soyons clairs, il y a eu effectivement des gestes homicides et on sait très bien que le mélange qui a été... J'ai voulu exprès prendre le problème d'un autre point de vue parce que moi, je me tourne vers l'avenir, si vous voulez. Je me tourne vers l'avenir et je me dis, on a un problème réel, comment régler ce problème pour qu'il n'y ait pas d'autres docteurs bonne maison. Mais je regrette un petit peu de le nommer parce que je ne veux pas juger l'homme, si vous voulez. Sur la question de l'homme, de toute évidence, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'homicide. Il a fait quelque chose qui est absolument hors la loi. Voilà. On est très étonné qu'une cour d'assises n'ait pas considéré qu'il y avait quand même effectivement un geste homicide, ce qui ne voulait pas dire qu'après, on ne pouvait pas, comme font les cours d'assises pour les euthanasies compassionnelles. Il y en a eu encore une au mois de février en France, des euthanasies compassionnelles familiales qui passent devant les cours d'assises. On a eu un père donc, qui a étouffé sa petite fille handicapée, mentale, souffrante, profonde, de 6 ans, etc. Que font les cours d'assises? Comme la récidive, évidemment, n'est absolument pas à craindre, comme, j'allais dire, la sanction n'a aucun sens parce que ce sont des personnes... j'allais dire, qui étaient dans un enfer et qui passent dans un autre, si je puis dire. Voilà. Que font les cours d'assises? Elles prononcent quand même une peine, une condamnation, et c'est même revendiqué éventuellement par ces personnes qui font ces euthanasies compassionnelles familiales. On a eu le cas, justement, de personnes qui revendiquaient de passer aux assises et d'être condamnées, et en disant « mon enfant ». Je l'aimais, et c'est bien un être humain que j'ai tué. Donc on est étonné qu'il n'y ait pas une condamnation aujourd'hui qui est très étonnant. Ouais. Voilà, une condamnation avec éventuellement après du sursis, comme on a dans les euthanasies compassionnelles familiales, 3 ans, 2 ans, 5 ans, avec sursis, voilà. Mais pour dire, il y a un acte homicide qui a été fait sur des êtres humains. Alors que là, cet acte n'a pas été reconnu. Alors que là... Est-ce que ça va changer les choses, là? On est en train de passer dans une autre phase? Il faut voir, mais en tout cas, je pense que le message est extrêmement négatif. Il est envoyé par une partie de la société française à l'ensemble. Une gravissime perte de confiance envers les structures de soins. Donc ça, c'est extrêmement préoccupant. Est-ce que ça fera jurisprudence? Je pense que ça le fait inévitablement d'une façon ou d'une autre. Et d'ailleurs, on voit bien que ceux qui militent pour l'euthanasie surfent là-dessus et s'en réjouissent beaucoup. Et donc, il y a vraiment une inquiétude. À propos, vous parliez de ces histoires d'homicides pour lesquelles les cours jugent avec clémence. Il y a l'histoire de Lily Debène, il y a quelques années, qui avait posé un geste de mort sur son enfant, qui avait été acquitté. Et le parquet avait fait appel de cette décision parce que les associations de personnes handicapées s'étaient insurgées en disant mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que ça n'est rien de tuer une personne au prétexte qu'elle est handicapée? On entend bien sûr la souffrance des parents, leurs difficultés, etc. Mais il n'empêche. Et le parquet avait fait appel et elle avait été condamnée finalement à une peine symbolique, mais condamnée quand même, ce qui était bien préférable à la situation d'aujourd'hui où l'acquittement est vraiment un signal extrêmement préoccupant. Et d'ailleurs, semble-t-il, le parquet n'a pas fait appel dans l'affaire Bonne Maison. Alors, est-ce que aujourd'hui, le cadre de la loi, c'est la Leonetti qui date de 2005? Est-ce que ce cadre doit évoluer? Est-ce que ces affaires vont faire jurisprudence? Pourquoi il y a cette volonté aujourd'hui? Le cadre de la loi est beaucoup plus général. La loi Leonetti porte sur certaines questions, mais le cadre de la loi, c'est que l'homicide est interdit en France. Il ne faut pas oublier ça, quand même. Alors, la loi Leonetti va intervenir sur certaines questions, mais il y a cette loi fondamentale dans le Code pénal. La loi Leonetti, c'est une loi, finalement, sur l'exercice de la médecine. Elle va être placée dans le Code de la santé publique. C'est dans grande partie des règles, des conseils, des règles données aux médecins. Mais au cœur de notre système français, il y a le Code civil et le Code pénal.
avec la grande affirmation « tu ne tueras pas ». Oui, et dans le code de déontologie médicale, l'article 38 est très clair, le médecin ne doit pas donner délibérément, il ne peut pas provoquer délibérément la mort. Donc ça, on a un interdit qui est fondateur. Et la loi Leonetti, elle, va se situer en fonction justement des progrès de la médecine, qui permettent des traitements longs, des fins de vie relativement longues, des réanimations et des décisions qui vont être nécessaires de limiter ou d'arrêter un traitement, par exemple, quand ce traitement est devenu inutile. C'est très logique. Avec les progrès de la médecine, on peut réanimer. Au bénéfice du doute, en France, on réanime très largement. Voilà, parce qu'on fait toujours cette option que la vie va être possible, que la guérison est possible, etc. Donc on réanime les gens âgés, on réanime des gens polytraumatisés, polypathologiques, etc. Parce qu'on a toujours cette espérance dans la vie. Mais évidemment, il faut être très clair. Au bénéfice du doute, si on a réanimé, quand ça se révèle au maléfice du doute, parce que le sort de gravité s'aggrave, parce que la survie ne sera pas possible, etc. Il faut avoir la capacité de limiter ou d'arrêter. Mais là, il faut être clair sur le vocabulaire, c'est-à-dire qu'il faut très bien distinguer les actes. Et on a des actes, quand on dit qu'on va limiter un traitement vital ou qu'on va arrêter un traitement vital, ça n'a strictement rien à voir avec ce qu'on pourrait appeler le suicide assisté ou l'aide au suicide ou l'euthanasie. Dans un cas, on est dans la médecine. Et la question que se pose le médecin, c'est pas du tout est-ce que j'ai le droit de tuer, est-ce que j'ai le droit de provoquer la mort. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec les réanimateurs, on avait préparé une plateforme pour la loi Leonetti. La question que se pose le réanimateur et que doit se poser tout médecin, le cancérologue, le neurologue aussi, etc., c'est est-ce que j'ai le droit de continuer? Est-ce que je peux encore proposer quelque chose? Est-ce que je dois proposer encore une chimiothérapie compassionnelle supplémentaire, etc. C'est pas est-ce que j'ai le droit d'arrêter, c'est est-ce que j'ai le droit de continuer parce que la médecine me donne du pouvoir. La médecine me donne du savoir. On est dans un pays riche aussi, où on a les moyens de faire cette médecine-là. Et donc, à un moment, il faut que les médecins se reposent cette question. La médecine est au service de l'homme. Est-ce que ce que je fais est au service de cet homme, de cette femme, de cet enfant, etc., qui est dans une situation très, très lourde? Voilà. Je peux le faire. Des fois, c'est beaucoup plus facile de le faire. C'est pour ça que le gros problème en France, c'est pas du tout l'euthanasie. Le gros problème en France, c'est l'acharnement thérapeutique. Parce que c'est plus facile de faire, c'est plus facile de continuer, c'est plus facile d'être dans l'action que de dire, moi c'est comme ça que je présente à mes jeunes étudiants au début de leurs études de médecine, c'est beaucoup plus facile de continuer parce qu'on sait faire, parce qu'on renvoie dans un service, parce qu'on a encore autre chose à entreprendre, parce qu'on va dire aux familles qu'on fait tout, etc., que de dire, voilà, là maintenant on change d'échelle, on est devant le mystère un peu humain, métaphysique, appelez-le comme vous voulez, voilà, hein, de la fin de vie d'un être humain. Voilà. La médecine, là, fait autre chose, mais c'est aussi encore le travail du médecin. Voilà. On va accompagner un mourant. Et ben ça, c'est beaucoup plus difficile. Comment vous le faites comprendre à vos étudiants, ça? Comment un jeune médecin, Xavier Mirabel, vous pourrez nous répondre aussi, sait que là, on est à la fin de vie? D'abord, on se trompe, souvent, et il faut que le médecin sache douter. Bon. Oui. Ensuite, il y a des tas de situations où on sent comme intuitivement l'expérience nous apprend des choses. Voilà, on a aussi des paramètres et des scores et des pronostics, mais il y a aussi une expérience qui nous conduit vers cette désescalade des soins, qui est évidemment un devoir de la part des soignants. Il n'est pas question ici, et puis de la part de personne, de légitimer aucune forme d'acharnement thérapeutique, on est bien d'accord. Et donc, à ce moment-là, le médecin, il va entamer en parlant avec les proches, avec le malade lui-même, etc., cette désescalade de son agressivité, de tout son arsenal, qui est évidemment considérable. Ce qu'on peut faire, c'est incroyable ce qu'on peut faire. Mais heureusement qu'on ne va pas faire tout ce qu'on peut, quoi, et qu'on va faire ce qui est raisonnable pour la personne, en fonction de ses besoins, en fonction de sa situation médicale. Alors, comment est-ce qu'on transmet ça? Moi, je crois que la médecine, ça s'apprend par l'apprentissage. Et donc, on a tous appris dans des stages où on est passé, par des belles rencontres avec des soignants qui nous ont marqués pour la vie, quoi. Et que c'est ça qui permet d'appréhender ça, quoi. Oui, et puis comme chez vos élèves, vous sentez qu'il y a ce besoin de comprendre, de savoir, d'essayer de mettre le doigt sur ce moment-là? C'est-à-dire, ils savent et ils prennent conscience, et on est là pour leur faire prendre conscience en tant qu'enseignants, que l'accompagnement des mourants
c'est une partie de la médecine. Ils vont apprendre à soigner le cancer, la détresse respiratoire, l'insuffisance rénale. Et là, mais comme ils vont apprendre la cancérologie en plusieurs années, ils vont apprendre aussi toute cette approche. Et on peut avoir une médecine fondée sur les preuves, voilà, pour aussi appréhender ce que va être l'entrée dans une phase terminale, l'entrée dans une phase de fin de vie, mais avec toujours cette interrogation, mais qu'ils doivent avoir toujours quand ils soignent d'ailleurs un patient, même si on n'est pas du tout en fin de vie. Est-ce que ce que je fais a un bénéfice supérieur, voilà, au maléfice? Est-ce que je suis au service? Est-ce que c'est une médecine au service de l'homme et pas une médecine au service, je sais pas moi, de la médecine ou du pouvoir ou tout ce qu'on veut? Voilà. Donc c'est pas différent pour la fin de vie et pour la médecine curative du cancéreux, etc. Je dis ça parce que vous êtes cancérologue, voilà. Voilà, et le neurologue qui soigne. Qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce qui ne l'est pas, en sachant qu'il faut s'arrêter et que trop souvent, justement, on ne s'arrête pas suffisamment, quoi. Si on revient à l'actualité, avec la réponse technique, elle est toujours plus facile. C'est plus facile pour moi de donner une réponse technique qu'une réponse qui va être dans l'accompagnement. Quand je suis dans la technique, dans la chimiothérapie, la chirurgie, la réanimation, machin, je suis dans ma citadelle imprenable, quoi. Je suis dans mon champ où on peut pas discuter, où je ne veux pas être mis en question. Et si je veux sortir de là et rentrer dans cette désescalade et dans cette rencontre, ou dans cette aventure humaine qui se joue, il faut aussi se fragiliser. Et ça s'apprend, je pense. Il faudrait peut-être revenir. Je voulais juste dire un mot sur la loi Leonetti, parce que vous étiez parti de là, pour dire que je pense que le texte est bon. Globalement, c'est un texte qui est extrêmement solide, je crois, et qui donne un cadre vraiment très sûr. Par contre, le contexte d'aujourd'hui est extrêmement défavorable. C'est-à-dire qu'il faille en rediscuter, je ne suis pas sûr, je ne pense pas. Je pense qu'on serait bien mieux à garder le texte qu'il est. Et en tout cas, avec les différentes affaires qui se déroulent sous nos yeux, une forme d'instrumentalisation médiatique et un peu politique de tout ça, je pense que c'est dangereux, que le moment est très malvenu et qu'il y aurait grande urgence à prendre du recul, à se dire on va réfléchir. De la même façon que c'était passé au moment où Jean Leonetti a fait le premier texte qui était dans un moment de tourmente. C'était juste après la mort de Vincent Imbert au départ, il faut se souvenir. La France était à 98% pour l'euthanasie, etc. Et puis ce travail de fond a abouti finalement à un texte d'une grande qualité. On aurait besoin de ce retour vers un travail de fond et j'ai des inquiétudes. Comment vous expliquez qu'en moins de 10 ans, le contexte est tant évolué, mon père? Je pense qu'il n'y a pas tellement une grande nécessité, comme le dit le docteur Mirabel, il n'y a pas une grande nécessité de retoucher cette loi, d'essayer de faire une autre loi. Cette loi Leonetti a des faiblesses. Elle a surtout une faiblesse dont on paye le prix à l'heure actuelle. Cette faiblesse, c'est d'avoir voulu trop préciser les choses, d'avoir donné des critères de limitation ou d'arrêt de traitement. La loi Leonetti prévoit le critère d'inutilité, ce qui est très bien, mais pourquoi le mettre dans la loi? De disproportion, ce qui est très bien, mais pourquoi le mettre dans la loi? Et puis ce troisième critère qui est très très difficile à préciser, parce que moi aussi j'ai bien cherché, j'ai pas trouvé de formule satisfaisante. Et donc la loi prévoit que les traitements peuvent être arrêtés s'ils n'ont pas d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En rigueur de terme, ça ne veut rien dire. Le docteur Leonetti, M. Leonetti a expliqué devant la Chambre des députés, à l'Assemblée nationale, que c'est s'arrêter lorsque c'est la vie sans l'humain, ce qui ne veut rien dire, ou veut dire qu'il y a des vies de personnes qui sont dans leur lit et qui ne sont plus humaines. Alors, comment appliquer ça? À qui appliquer ça? Finalement, on applique cela souvent à des patients en état végétatif, à des patients dont la conscience... qui ont des altérations de la conscience, qui ne peuvent rien exprimer, qui ne peuvent pas répondre. On appelle ça actuellement des états après coma de non-réponse. Et voici l'affaire Vincent Imbert, le fond. C'est le cas de Vincent Imbert aujourd'hui. Pourquoi? Parce que finalement, et c'est le cœur de l'argumentation, ce serait l'alimentation et l'hydratation artificielle n'auraient d'autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. Bon. Il y a là une faiblesse notoire de la loi Leonetti. Et ce serait déraisonnable, selon vous?
selon le Conseil d'État. C'est que le Conseil d'État pense qu'effectivement, on peut arrêter l'alimentation et l'hydratation de Vincent Lambert et que ça serait légitime, oui. Et je pense que ça doit au moins nous interroger très fortement. Hein. Alors, non, sur le mot déraisonnable, excusez-moi, c'est parce que... Xavier Mirabel a employé le mot raisonnable tout à l'heure. Oui, non, c'est parce que Alors, d'abord, c'est très intéressant. Oui. Vous voyez, on parle de la loi Leonetti et en fait, on ne parle pas ni de l'euthanasie ni du suicide assisté. Parce que ça, ce n'est pas une question de la médecine. C'est en dehors de la médecine. Et je crois que ce qui est très important, c'est ce qu'a dit le père Verspieren en disant c'est une loi qui est dans le code de la santé publique. Voilà. Et là, nous, on va parler de médecine. Voilà. Et donc, tout ce qui relève de l'euthanasie, c'est-à-dire le fait de provoquer délibérément la mort d'une personne à sa demande, on ne voit pas pourquoi ça concernerait la médecine. Enfin, en tout cas, c'est ce que je voudrais présenter. Voilà. Et de la même façon, aider une personne à se suicider, ou la question du suicide, ça ne concerne pas la médecine, ou du moins, ça ne la concerne que d'une façon, c'est le grand plan de santé publique, qui est un plan de lutte contre le suicide. Parce que la question que le suicide pose à la médecine, il n'y en a qu'une, c'est comment faire pour faire baisser les statistiques de suicide et les statistiques de tentatives de suicide, en particulier chez les personnes âgées et chez les jeunes. Donc du point de vue du médecin ou de la philosophie de la médecine, il n'y a qu'une question du suicide, c'est comment faire pour empêcher qu'il y ait des suicides et pour prendre en charge les 160 000 tentatives de suicide répertoriées par an, dont les sociologues nous disent que d'ailleurs, il faut en fait multiplier le chiffre peut-être par 2, parce qu'il y a des tentatives de suicide qui ne sont pas déclarées comme telles, en particulier les suicides d'enfants ou des suicides de personnes âgées, etc., qui sont déclarés comme accidentels dans les statistiques. Donc si vous voulez, du point de vue de la médecine, on est dans le code de la santé publique, on parle de médecine, on parle de fin de vie de patients, qui sont accompagnés par des malades, par des soignants, par des équipes, par des familles, voilà. Mais c'est la société qui veut intégrer ces questions de suicide assisté ou d'euthanasie à la pratique médicale, mais ça n'est pas la philosophie de la médecine et ça n'est pas la vocation du médecin, je pense. Ouais, enfin, en tout cas, profondément. Et en tant qu'enseignant dans une faculté de médecine, moi, je me pose toujours la question, si on intégrait ça à la formation des jeunes médecins, est-ce que je pourrais faire un cours? Ça s'appelle de la déontologie médicale, voilà. Peut-être. Non, est-ce que je pourrais faire un cours pour expliquer que maintenant la charge de la médecine, c'est l'aide au suicide? Je peux vous dire que c'est une question extrêmement difficile pour un enseignant. Ça me paraîtra en contradiction avec tout ce qu'on essaye de faire dans la formation des jeunes médecins. Voilà. Et alors, je reviens au mot déraisonnable dans la loi Leonetti, parce que le principe qui est dans la loi, on a des grands principes fondamentaux. L'interdit, effectivement, de provoquer délibérément la mort. Mais l'autre principe fondamental, et on en a un tout petit peu parlé, c'est que il est interdit de faire preuve d'obstination déraisonnable. C'est le principe de proportionnalité d'acte médical qui est dans toute l'histoire de la médecine depuis le serment d'Hippocrate, si on peut dire. Et c'est pour ça, le terme juridique, c'est obstination déraisonnable dans la loi. Et dans le langage du courant, voilà, on parlera d'acharnement thérapeutique, mais c'est cette idée que ce qu'on demande à des médecins, et moi je forme mes médecins et mes jeunes infirmiers aussi, professionnels de santé, en leur disant qu'ils doivent être obstinés. Oui, bien sûr, c'est un métier où on doit être très obstiné, et c'est comme ça que la médecine et les soins ont progressé. On peut être obstiné et raisonnable. Mais à un moment, voilà, il faut savoir si on est encore dans l'obstination raisonnable et on se bat contre la maladie, la mort, le handicap, etc., ou si on a basculé dans le déraisonnable. Et toute la loi Leonetti, c'est ça son objet, c'est de dire, voilà, au moment où c'est déraisonnable, on ne doit pas le faire, et la question que vous posiez tout à l'heure, mais comment on sait que c'est déraisonnable? Et c'est ça l'apport de la loi Leonetti, c'est son apport essentiel, parce que depuis toujours, les médecins ont fait des arrêts de traitement et de la désescalade thérapeutique bien avant la loi Leonetti. Voilà. Mais c'est que la loi Leonetti, voilà, bien sûr, va proposer une procédure pour permettre de définir, et une procédure qu'on doit suivre, que on pense, mais personne ne le sait ultimement, c'est un grand mystère parfois peut-être, on pense qu'effectivement, là on est dans le déraisonnable. Et donc la loi Leonetti va dire, voilà, les procédures qu'on doit suivre, c'est qu'il doit y avoir une discussion d'équipe, c'est qu'on doit discuter avec la famille, c'est qu'on doit chercher la volonté du patient, c'est qu'on doit l'inscrire dans le dossier médical, avec l'idée, si vous voulez, qu'une décision d'arrêt de traitement qui serait prise tout seul
une décision d'arrêt de traitement qui serait prise par un médecin tout seul, sans concertation avec l'équipe de soins qui connaît bien le patient, en cachette des familles, sans rien inscrire dans le dossier médical et en urgence, etc., a une probabilité assez élevée d'être peut-être autre chose que de la médecine, alors que peut-être le même geste d'arrêt d'une ventilation ou la même décision de ne pas faire une autre chimiothérapie ou une chirurgie, etc., d'amputation, mais qui a été prise après une concertation collégiale avec toute l'équipe, ou plusieurs concertations collégiales, voilà, après avoir informé les proches du patient, en ayant cherché la volonté du patient. Est-ce qu'il avait une personne de confiance? Est-ce qu'il avait fait des directives anticipées? Quels sont les témoignages qu'on peut recueillir auprès de sa famille? En écrivant dans le dossier ce qu'on va faire, pourquoi on le fait, en raison de quelle réunion, à partir de quel score de gravité, etc. Là, on peut penser que la probabilité que cet acte soit une bonne décision médicale est très élevée. D'accord. Voilà. Donc le cadre législatif de l'IAMETI, pour l'instant, voilà. il est bon, et on peut se demander pourquoi il y a cette volonté aujourd'hui de légiférer à nouveau. La demande, elle vient des militants de l'euthanasie, de toute façon. Ce sont les seuls qui, au départ, demandent qu'on change la loi. Alors après, on voit là des événements médiatiques qui font qu'on pousse dans cette direction. Mais on sent bien que la seule pression... Ces militants-là se réjouissent aujourd'hui ? Oui, ils se sont réjouis, Ils se sont réjouis de l'acquittement du docteur Bonnemaison. Ils se sont réjouis de l'arrêt du Conseil d'État sur l'affaire Vincent Lambert. Que dit la médecine sur l'affaire Vincent Lambert ? Sur l'affaire Vincent Lambert, là, pour le coup, on voit un débat entre les médecins. Et je pense que la situation est complexe. Mon point de vue, c'est que l'alimentation, dans le cas de Vincent Lambert, a quand même quelque chose de très proportionné, d'extrêmement bien supporté, et que l'intention réelle pour l'arrêt du traitement pourrait bien quand même être tout à fait euthanasique. Donc je suis très, très préoccupé. Parce que l'alimentation et hydratation, on considère que c'est un traitement, ou on considère que c'est du soin de base pour tout malade? Ça peut être un traitement. S'il s'agit de vous poser une gastrostomie quand vous êtes en phase terminale d'une maladie neurologique, clairement, il y a quelque chose à réfléchir. On n'est pas obligé d'aller dans cette direction-là. Donc il y a des tas de situations où, bien sûr, il ne faudra pas aller dans cette voie-là. Par contre, quelqu'un qui est parfaitement stable, dont l'état ne s'aggrave pas, qui n'est pas en fin de vie, qui a une alimentation parfaitement bien tolérée, qui d'ailleurs pourrait être faite à la maison et qui n'a aucun besoin de l'hôpital pour être alimenté, parce qu'on pourrait mettre dans sa sonde gastrique directement l'alimentation familiale, etc. Donc quelque chose qui n'est pas d'une lourdeur extrême, qui n'est pas d'une complication extrême. Je pense qu'il faudrait qu'on s'interroge rudement avant de trouver si évident et si naturel de l'interrompre. Qu'est-ce que vous attendez de la Cour européenne ? On a cité le texte tout à l'heure de ce qui maintient artificiellement la vie. Un biberon, ça maintient artificiellement la vie. Il y a un objet, un truc, il faut une tétine, voilà, c'est un objet où se trouve la limite. Et voilà, grande prudence. Et là aussi, si on arrête l'alimentation, pourquoi maintenir le chauffage à ce moment-là? Il n'en a plus besoin non plus. Et puis pourquoi on lui fait sa toilette? Il n'a plus tellement besoin de la toilette. Et pourquoi? Et tout ça. Donc, au fond, et je trouve ça très préoccupant. Ce dont a besoin cette personne comme d'autres, c'est ce dont ont besoin tous les pauvres. Tous les pauvres, ils ont besoin d'un toit, ils ont besoin d'une présence affectueuse, ils ont besoin qu'on respecte leur propreté, leur pudeur, leur dignité. Ils ont besoin qu'on les nourrisse, ils ont besoin qu'on leur donne à boire, etc. Et donc, je trouve dangereux qu'on se laisse fasciner par cette idée que, pour certains de ces éléments très fondamentaux puissent être, gommés. Ça, comment vous expliquez que les partisans de l'euthanasie ne l'entendent pas, ça? Parce que Les partisans de l'euthanasie, ils se réjouissent parce qu'ils pensent que, sous prétexte qu'il y a des directives anticipées, et alors là, dans le cas de Vincent Lambert, peut-être qu'il y en aurait une, on ne sait pas trop, il aurait dit « je ne veux pas d'acharnement thérapeutique », mais enfin, je vous rassure, moi non plus, je vous donne à l'instant mes directives anticipées, je refuse toute forme d'acharnement thérapeutique, pourtant j'aimerais bien que vous preniez soin de moi, quoi, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que ma douleur soit soulagée, qu'on ne provoque pas la mort, qu'on permette mon retour à domicile, enfin voilà, j'aimerais bien ça. Donc on nous dit il aurait refusé un certain nombre de pratiques, personne n'en sait rien. Et il y a là, me semble-t-il, un risque que nous allions vers une démission collective. D'ailleurs, c'est assez logique des médecins dont c'est le métier que de prendre en charge ces patients dans le long terme et qui sont dans des centres spécialisés pour les patients post-relationnels, traumatisés crâniens, etc., se sont inquiétés et s'inquiètent aujourd'hui. Il y a 1700 personnes dans la même situation. Si jamais qu'il y ait des histoires personnelles, familiales, douloureuses, médicales, dans l'intimité, c'est une chose. Mais une histoire médiatique, aussi médiatisée, avec famille et médecins qui vont devant les journalistes, et puis des rebondissements judiciaires comme ça,
on change de registre. Hein. On n'est plus dans l'intimité d'une interrogation sincère, etc., sur laquelle, sur laquelle je crois qu'il faudrait beaucoup de prudence. On est dans un événement politique, médiatique, etc. Et celui-là, si on va dans cette direction, les 1700 autres et leurs familles, légitimement, se disent « Et pour nous, qu'est-ce que vous en pensez ?» Est-ce que vous pensez que pour nos proches aussi, les médecins sont en train de faire une obstination déraisonnable? Est-ce qu'on n'est pas... Les familles de ces patients-là, de ces 1500, 1700 patients qui sont dans des centres ou même qui sont soignés à domicile, parce qu'un certain nombre sont soignés à domicile, eh bien ces familles s'inquiètent. Il y a une association nationale de ces familles qui essaye de se faire entendre, qui essayait donc d'aller au Conseil d'État, qui a exprimé son inquiétude devant de telles décisions. Si bien d'ailleurs que le Conseil d'État a entendu en partie ces familles et le Conseil d'État a pris toutes les précautions pour dire qu'il ne suffit pas qu'un patient soit dans un tel état végétatif ou état post-irrationnel, pour qu'on juge qu'il soit raisonnable d'arrêter l'alimentation, pour qu'on juge qu'il soit déraisonnable de continuer à nourrir et à hydrater. Donc le vice-président du Conseil d'État a fait une déclaration pour dire, au fond, l'affaire Vincent Lambert est un cas d'espèce. Il y a un jugement sur l'affaire Vincent Lambert, mais ne généralisez pas à l'ensemble de ces cas. Il ne suffit pas qu'un patient soit en état végétatif ou en état post-irrationnel pour qu'on juge qu'il est légitime d'arrêter l'alimentation ou l'hydratation. Suzanne Armex, qu'est-ce que ça soulève? Moi, je n'ai pas tout à fait la même approche. Parce que, vous me direz aussi ce que ça soulève comme question sur la rupture entre le patient et le médecin. Oui, mais je ne sais pas si on peut parler justement de rupture en l'occurrence, puisque là, c'est le médecin qui a pris en charge depuis le début ce jeune homme, voilà, qui a soutenu toute cette procédure et qui a mis en place cette procédure pour prendre une décision. Quand on parle de l'inquiétude des 1700 autres familles qui sont concernées. Oui. Mais non, pour revenir sur l'alimentation et l'hydratation, d'abord, il faut être très précis et il ne faut pas dire, voilà, on ne doit pas arrêter l'alimentation parce que ça fait partie, comme le chauffage, on va dire, ou voilà. Non, je crois qu'il y a des choses différentes parce qu'on peut considérer qu'il faut distinguer des soins de base qui sont effectivement ce que vous appelez, par exemple, le chauffage. On n'aurait pas l'idée de baisser la température dans une couveuse pour un prématuré, etc. Voilà. Et puis, il y a des soins qui ne sont pas des soins de traitement curatif, qui ne sont pas des soins de support vitaux, mais qui ne sont pas non plus strictement les soins de base. Et l'alimentation et l'hydratation, c'est quelque chose d'assez particulier parce que il y a des circonstances sur des patients où on va arrêter en fin de vie l'hydratation ou l'alimentation et où on peut même considérer que l'hydratation et l'alimentation sont contre le patient. Voilà, que l'hydratation va provoquer des phénomènes qui vont alourdir l'agonie et les souffrances, etc. Et l'alimentation elle-même. Donc, si vous voulez, il ne faut pas classer dans une catégorie en disant, voilà, c'est un soin, donc on n'a pas le droit de l'arrêter, ou c'est un traitement, on aurait le droit de l'arrêter. Non, on fait des arrêts d'alimentation et d'hydratation, on se pose dans les services... Mais au bénéfice du malade. Au bénéfice du malade, oui, bien sûr. Non, mais ce que je veux vous montrer, c'est que c'est très compliqué l'hydratation et l'alimentation artificielle parce que, par exemple, dans les services de gérontologie, enfin de gériatrie, c'est une question très difficile de savoir si on doit poser à un moment une sonde de gastrostomie parce que la personne n'est plus en alimentation qu'on appelle l'alimentation orale assistée. Voilà. Comment on va se faire cette escalade pour poser d'abord une sonde nasogastrique? Voilà. On n'est déjà plus tout à fait dans l'alimentation orale assistée. Après, on va éventuellement passer à la sonde de gastrostomie qui pose beaucoup de difficultés. Et qu'est-ce qu'on fait quand une personne âgée non commune, par exemple, va enlever cette sonde de gastrostomie, va l'arracher? Est-ce qu'on va considérer que c'est un inconfort ou une souffrance? Et on fait des travaux de staff. Moi, j'ai beaucoup travaillé avec des gériatres. Voilà. Comment on va interpréter? Et si on interprète, par exemple, le troisième arrachement de cette sonde de gastrostomie comme
chez une personne âgée, non communicante, comme la manifestation de sa volonté de refuser un traitement intrusif qui la maintient en vie, et c'est cette question difficile d'un maintien qui serait une forme artificielle, eh bien, on peut considérer que c'est l'expression de la volonté de cette personne, et on ne va pas remettre la sonde de gastrostomie, et on va faire un accompagnement palliatif, bien entendu, de l'entrée en fin de vie, et de ce décès par anorexie du grand vieillard. Mais la question, c'est que dans l'affaire Vincent Lambert, on est compliqué. Ce n'est pas simple. Voilà. Et c'est un fait qu'il y a des familles qui voient qu'on ne nourrit plus, qu'on n'hydrate plus des patients en fin de vie et qui supportent mal ça. Or, des cancéreux, docteur, je pense que vous confirmerez, des cancéreux vraiment en fin de vie, dans leurs derniers jours, il vaut mieux ne pas leur poser de sonde, il ne faut pas trop les hydrater, peut-être ne pas les hydrater du tout. Des familles ne comprennent pas très bien, donc il faut savoir limiter l'hydratation et l'alimentation. Mais la règle, c'est quand même de donner à chacun ce dont il a besoin, d'éviter ce qui ne profiterait pas aux personnes, mais de donner aux autres ce qui leur profiterait. Or, vous avez tout à fait raison, Madame Ramex, de dire que chez les patients en fin de vie, il ne faut pas trop nourrir par sonde. Chez des personnes très âgées, notamment atteintes de maladie d'Alzheimer en fin d'évolution, il faut être très prudent. Bon. Et si on pose une sonde, ils vont l'arracher, qu'est-ce qu'on va faire alors? Bon. Mais quand il y a un patient dans un état stable, qui a des problèmes de traumatisme crânien, mais dont le corps est relativement en forme, dont l'organisme est en bonne santé d'un certain côté, arrêter l'alimentation ou l'hydratation, eh bien, c'est retirer ce qui serait assimilé par l'organisme, ce qui serait assimilé par le corps, et c'est quand même, je dirais, chercher la mort. Donc les situations sont différentes et il faut réfléchir cette question de l'alimentation et de l'hydratation en fonction des situations. Vous avez tout à fait raison, mais cette question de l'alimentation des patients en état végétatif est quand même une question... Le problème dans l'affaire Vincent Lambert, la difficulté, elle vient du fait que Xavier Marel, si on après, l'alimente, on reviendra avec des choses moins techniques. Très longtemps. Et j'entends bien, et il faut entendre la souffrance de la famille et des soignants, parce que justement, dans cet état stable, il peut vivre des années. Et que ça a quelque chose de terrifiant. Mais la réponse, si nous allons vers une réponse qui est de dire ce serait plus simple qu'il ne soit plus là, je ne suis pas sûr qu'elle soit la plus ajustée. Parce que là aussi, on peut peut-être dégager des sursauts d'aide, de soutien, de solidarité, des relais aussi pour l'équipe soignante qui manifestement est épuisée. Je pense qu'un certain nombre de communications médiatiques ont été absolument inappropriées et témoignent de quelque chose qui déraille gravement. Et donc, il y aurait besoin de reposer les bases autrement. Et ça repose la question de l'orientation. Vous parlez des urgences tout à l'heure. On peut parler des soins palliatifs. Est-ce que l'offre aujourd'hui est-ce que ce ne serait pas ça le chantier prioritaire du gouvernement pour la fin de vie? Oui, mais je veux dire, dans ce débat, si vous voulez, sur la loi Nevetti, le premier constat de tout le monde, le premier constat qui est fait par toutes les commissions, tous les groupes de travail, etc., c'est d'abord que cette loi n'est pas connue, ni du public. Il y a une grande enquête de l'INED qui a été faite pour l'Observatoire de la fin de vie qui le montre. Il y a 48% des Français qui ne savent pas que l'acharnement thérapeutique est interdit, qui ne savent pas qu'on peut arrêter des traitements, etc. Mais elle est aussi inconnue des professionnels de santé. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, vous le dites vous-même, et d'ailleurs, c'est un des points qui est confié à la commission de M. Kless et M. Leonetti, c'est de travailler sur les soins palliatifs en France. Voilà. On sait que 83% des décès en France, sont des décès prévisibles. Je veux dire, la mort inopinée, accidentelle, non prévisible, elle représente à peu près 13%. Donc sur ces 87% de décès prévisibles, il faut arriver à travailler pour savoir combien, comment, sous quelle forme aurait besoin de soins palliatifs. C'est un chantier qui avance, ça, les soins palliatifs? Oui, on dit qu'il y a un Français sur deux qui n'a pas accès aux soins palliatifs. Non, ça avance. Il y a quand même des inégalités régionales assez fortes. Voilà. Et comme nous avons une représentation nationale avec des députés, des sénateurs qui vont être prêts à passer du temps, je leur suggère de passer beaucoup de temps pour vérifier que toutes les personnes qui sont sur leur territoire d'action bénéficient d'un accès de qualité aux soins palliatifs avant de légiférer sur l'euthanasie. Ça me semblerait vraiment tout à fait souhaitable. Pourquoi les Français ont l'air si paumés avec les résultats de ce sondage à 90% pour l'euthanasie, alors que
On la voit, la solution, elle est... Ouais, la solution, elle est mal posée, parce que il y avait quelques années, il y avait eu le même sondage, même résultat, 90% pour l'euthanasie. La question était simple, voilà, mourir dans la souffrance ou être bien soulagé. 8 jours après, un deuxième sondage qui dit, voilà, quelle devrait être la priorité du gouvernement, légaliser sur l'euthanasie ou développer les soins palliatifs. Et là, la majorité, très large majorité, 63% des Français disent, la priorité du gouvernement, c'est évidemment qu'il faut développer les soins palliatifs. Donc, selon la façon dont vous retournez la problématique, votre angle de vue, eh bien, l'opinion publique, elle soutient le développement des soins palliatifs. Voilà, sans l'ombre d'un doute. Mais parce que, si vous voulez, le fond des choses, c'est que c'est très difficile de parler de la mort et de penser à la mort. Et tout le discours sur l'euthanasie, c'est une façon d'échapper à ça, puisque ça va plus vite, on évacue la question. C'est beaucoup plus difficile de faire passer médiatiquement tout le bien et tout ce qui se fait en matière de soins palliatifs. C'est pas dans une société médiatique. Comment voulez-vous rendre compte de ce que c'est que d'abord la mort et l'accompagnement à la mort, et en plus dans une société qui fuit la mort et où la mort est absolument tabou, ne serait-ce que parce qu'il y a un allongement considérable de l'espérance de vie. Et moi, je vois même mes jeunes étudiants en médecine, eh bien, ils n'ont pas d'expérience de la mort, d'avoir vu des morts, d'avoir accompagné des... Mais tant mieux pour eux. Ça veut dire que leurs grands-parents sont encore vivants, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de mort infantile dans leur entourage, et tant mieux, l'humanité. Mais ça veut dire que la mort est toujours taboue, et donc que ce débat va se poursuivre. Et donc, vous voyez bien que l'euthanasie, c'est une façon de prolonger ce tabou, puisque on élimine le mort, on élimine la fin de vie, on élimine l'agonie. Monseigneur Ginoux a prononcé à Lourdes, plutôt que d'affronter la mort et de la dépasser, on l'a créée pour se donner l'impression de la dominer. Oui, on peut dire comme ça. De la dominer et de vivre sans perspective de la mort. C'est-à-dire que je crois que ce qui est recherché, c'est de ne pas penser à la mort. Mais comme on ne peut pas ne pas y penser quand même, l'euthanasie dit quand ça sera le moment, à ce moment-là, je pourrais la commander, ça ne durera pas. Et de toute façon, on ne vit pas sa mort. Enfin, on vit les derniers jours de sa vie. Et donc, on va pouvoir vivre longtemps sans penser à la mort, avec la perspective qu'un beau jour, il faudra bien quand même quitter ce monde. Et donc, dans ce cas-là, on tirera la sonnette et on s'en ira. Me paraît assez significatif un mouvement pour l'euthanasie qui s'appelle Exit. Oui. Alors, voyez, si vous étiez dans un aéroport, ce que veut dire exit. Et je crois que c'est ça que ça veut dire. Je suis dans la vie, puis à certains moments, hop, je franchirai la porte. Et donc, je n'aurai pas à vivre la durée du mourir. Ce qui fait peur, c'est la durée du mourir. Merci, mon père. Dernier tour de table. Il nous reste quelques minutes. Dites-moi, chacun votre tour, sur quel point de vigilance il faudra être particulièrement attentif dans les prochains mois. Docteur Xavier Mirabel. Moi, je pense qu'il faut être très, très vigilant sur des poussées législatives qui s'annoncent et qui me semblent très préoccupantes. La manipulation des mots. On voit bien qu'on voudrait bien supprimer le mot euthanasie parce que, soi-disant, il fait peur. Évidemment, il n'a pas bonne presse. Quand on voit ce qui se passe en Belgique, aux Pays-Bas, etc., il y a de quoi être passablement effrayé. Donc, trouver un autre terme, trouver un accommodement. Voilà. Donc, oui, je suis soucieux de ça. Il faut être vigilant aussi que ceux qui ont promu la loi Leonetti est une bonne loi, je le répète, qui vaudrait mieux ne pas changer, finalement, pour différents intérêts ou autres, se retrouvent à changer le texte, à être dans une direction qui serait le sens du vent. Voilà. C'est difficile parce qu'il faut aller à contre-courant de l'opinion. Et bien sûr que l'opinion, elle, est plutôt favorable parce qu'elle n'a pas eu le temps parce qu'elle n'a pas creusé ces questions, elle est plutôt favorable. Donc il y a une vraie difficulté et je pense une inquiétude. Donc il faut être vigilant sur ces points-là et nous alerter et permettre peut-être aussi, le moment venu, une forte mobilisation sur ces questions. Les Français ont bougé sur les questions de société. Je pense que beaucoup seront prêts à bouger s'ils sentent que sur le plan législatif, on va trop loin autour de la fin de vie et qu'on leur fait une euthanasie même à demi-mot. Et vous l'avez précisé, l'opinion peut réagir en fonction de la manière dont on présente les choses, dont les choses sont présentées. Oui, je pense que les choses ont bien changé aussi, qu'aujourd'hui les personnes s'informent mieux, que grâce aux réseaux sociaux, on est libéré de certaines chapes de plomb d'un certain politiquement correct et que donc ça ouvre quand même un vrai champ de mobilisation, de prise de conscience, d'information sur ce qui peut-être va se préciser dans les mois qui viennent. Suzanne Ramex, les points de vigilance dans les prochains mois.
Oui, très très vite quand même, pour revenir sur l'affaire Lambert, si vous voulez, ce qui était en jeu quand même, c'est l'expression de la volonté de la personne. Est-ce que la personne, dans les expressions de sa volonté qu'elle avait pu communiquer auparavant, et en particulier dont se faisait porteuse son épouse, avait exprimé, et il était infirmier, et donc il en avait parlé, avait exprimé la volonté ou non d'accepter des traitements qui sont intrusifs quand même s'ils apparaissent comme des traitements peut-être élémentaires. Donc moi, j'ai pas tout à fait la même approche que le docteur Mirabel sur l'affaire Lambert. Et je crois que, de même que l'affaire Bonnemaison est liée à un problème d'urgence, je crois que l'affaire Lambert ne concerne à la limite ni la médecine ni le droit, mais il y a une histoire de famille très profonde, très déchirée, etc. Et que c'est pour ça que ça émerge. Alors, sur les points sur lesquels il va falloir être très attentif, c'est donc l'objet de cette mission qui a été confiée à M. Claes et M. Leonetti. Alors, le développement des soins palliatifs, là-dessus, évidemment qu'il faut faire porter tout l'effort là-dessus, et je pense que si les parlementaires travaillaient là-dessus, ce serait très très bien. Voilà. Mais d'autre part, il va y avoir sûrement quand même ce sujet des directives anticipées, c'est-à-dire comment pouvoir donner une véritable valeur aux directives anticipées. Vous savez que l'idée qui est débattue maintenant et qui apparaît dans différents rapports, ou la commission SICAR, ou un avis du comité d'éthique, voilà, c'est cette idée qu'on pourrait peut-être avoir deux types de documents. Un document qui serait des directives anticipées telles qu'elles sont, elles ont été créées par la loi Leonetti, où chacun d'entre nous peut exprimer des volontés, mais un document qui aurait une valeur beaucoup plus forte, peut-être opposable, qui serait rédigé par les personnes qui sont au décours d'une maladie chronique, ou des personnes âgées qui sont dans des maisons justement où elles sont prises en charge et déjà médicalisées, et qui serait rédigé avec le médecin. Et là, les gens pourraient dire en toute connaissance de cause de l'évolution de leur maladie, des traitements qui leur seraient proposés, des avantages, des bénéfices, de l'idée qu'elles se font du sens de leur vie, du raisonnable, du déraisonnable, ce qu'elles voudraient. Et à ce moment-là, ces directives seraient peut-être plus opposables. D'accord. Et c'est peut-être ce qui aurait permis de sortir de l'affaire Lambert par une autre voie. Voilà. Père Patrick Vespirenne. Et puis, excusez-moi, si je peux monopoliser le micro une seconde, il va y avoir un débat sur la sédation. Et là, il faut dire haut et fort, et c'est une recommandation de la Haute Autorité de Santé, il ne faut pas employer l'expression sédation terminale. C'est dramatique, c'est issu d'une traduction à la fois de l'anglais et en même temps d'une manipulation effectivement dans le langage. Sédation en phase terminale, parce que sédation terminale a un double sens. Pour ceux qui sont pour la légalisation de l'euthanasie, ça veut dire sédation pour terminer. Oui. Et pour les gens qui sont dans les soins palliatifs, ça veut dire en phase terminale d'une maladie très douloureuse ou d'un grand brûlé ou tout ça, etc. On peut proposer devant des souffrances réfractaires très difficiles, des périodes de sommeil profond où on va altérer la vigilance volontairement, mais tout ça est titré, bien entendu, et tout ça est une sédation en phase terminale pour des fins de vie particulièrement douloureuses, et ça n'est pas une sédation terminale pour en terminer avec le malade. Voilà, donc n'employez pas l'expression sédation terminale. Père Patrick Vespirenne, vous avez le mot de la fin, il reste une minute. Eh bien, il faudra beaucoup se méfier au plan législatif, il faudra beaucoup se méfier des ambiguïtés, des manières de masquer les réalités. Et c'est vrai que beaucoup de choses vont se jouer autour de la sédation. Et on va parler, vous avez raison, on va parler de sédation terminale, qui est une forme d'euthanasie provoquée par l'emploi de sédatifs. Donc il faudra essayer de veiller à ce que vraiment on n'essaye pas de masquer les choses. Mais plus profondément, beaucoup de choses viennent, on l'a dit, du fait qu'il y a en France toute une esquive de la mort. Pour lutter contre l'esquive de la mort, il n'y a pas d'autre moyen que d'essayer nous-mêmes de ne pas esquiver cette perspective et de savoir nous-mêmes penser à notre fin et de savoir en parler en famille, en parler en église, en parler avec ceux que nous rencontrons, pour essayer quand même de sortir de ce silence, de ce tabou qui nous empêche de réfléchir et qui nous pousse vers des solutions radicales. Merci beaucoup à vous trois, Père Patrick Vespirenne, Suzanne Ramex et Dr Xavier Mirabel. Merci d'avoir éclairci sur ces questions très complexes. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de cette soirée, c'est la fin de cette saison des Mardis des Bernardins. On se retrouve à la rentrée en septembre. Très bonne soirée sur KTO.